Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble le cours relatif au benzol. Pour commencer, ce cours sera fait en deux parties. Une première partie qui va concerner le benzène proprement dit, une deuxième partie qui va concerner ses homologues supérieurs. Dans les deux cas, nous allons tout d'abord introduire avec des généralités sur le produit en question, suivi par sa toxicocénétique pour déboucher sur son mécanisme d'action toxique ainsi que les conséquences toxiques sur l'organisme, avant de finir avec la prise en charge de l'intoxication par ce produit et son aspect toxico-analytique. Pour commencer, alors que le benzénisme signifie l'intoxication par le benzène seul, le benzolisme, quant à lui, il sous-entend toute intoxication par le benzène et ses dérivés. D'une manière générale, que ce soit le benzène ou les benzoles, ils sont tous les deux des hydrocarbures aromatiques monocycliques. Hydrocarbures, donc, ça renferme de l'hydrogène et du carbone. Aromatique, ça renferme un noyau aromatique, donc un noyau benzénique. Monocyclique, donc ce n'est constitué que d'un seul noyau aromatique. Alors, pour dire que le benzène est un hydrocarbure aromatique, ce sont d'une manière générale des solvants des graisses qui sont inflammables et toxiques à des degrés différents. Alors, quelles sont les sources d'exposition à ces produits-là? On distingue deux types d'exposition. Exposition d'origine professionnelle, et là, ce sont tous les milieux professionnels ou les industries qui utilisent ces produits-là, notamment l'industrie pétrolière, chimique, pétrochimique. Il faut savoir que le benzène est utilisé comme agent d'extraction dans l'industrie des parfums, mais aussi dans le temps, il a été utilisé comme solvant au niveau des laboratoires d'analyse et de recherche. Il faut aussi savoir que le carburant y renferme une petite portion en benzol. D'un autre côté, nous pouvons observer une source d'exposition non professionnelle. À chaque fois qu'il s'agit d'une source extra-professionnelle, elle peut être naturelle ou anthropique ou anthropogénique. Naturelle, dans notre cas, c'est le pétrole brut qui renferme ces substances-là, ou suite à l'émission volcanique qui va justement produire des composés organiques volatiles dont les benzoles. Lorsqu'il s'agit d'une source extra-professionnelle de nature anthropique ou anthropogénique, c'est-à-dire en relation directe avec l'activité humaine, là on peut citer dans le cas des benzoles la combustion de la matière organique, c'est le cas des feux de forêt, les accidents de déversement. Nous rappelons l'accident de déversement au niveau du golfe du Mexique qui a eu lieu en 2010, mais aussi la circulation automobile et les foyers domestiques, qui peuvent justement produire ces produits-là. Alors, voici une planche qui récapitule l'ensemble des produits qui dérivent du benzène. Donc, comme vous le voyez, donc il existe une multitude de produits. Les quatre premiers chefs de file étant l'éthylbenzène, le cumène, le cyclohexane et nitrobenzène, à partir desquels d'autres produits peuvent exister. Alors, pour notre cours, nous allons particulièrement parler, comme je l'avais dit, dans une première partie du benzène, qui est donc un hydrocarbure aromatique monocyclique, on va dire de base, à partir duquel dérivent d'autres produits qu'on appelle homologues supérieurs, puisqu'ils vont, en plus du noyau benzénique, ils vont renfermer d'autres groupements alkyles comme le toluène qui comporte un groupement méthyle, le xylène qui comporte donc deux groupements méthyle avec trois positions ortho, méta et para.
Alors, commençons par la première partie qui concerne le benzène. Donc, il faut savoir que certaines de ses propriétés physico-chimiques sont importantes à connaître. Pourquoi? Parce qu'elles vont nous aider soit à comprendre sa cinétique, donc sa distribution, comment il est absorbé, soit pour déduire son mécanisme d'action avec ses sites de prédilection, soit on va justement profiter de ces informations pour mettre au point des méthodes d'analyse de ces produits. Alors, que faut-il retenir par rapport au benzène? Il faut savoir que c'est un liquide incolore volatile d'une odeur aromatique perceptible à partir d'une concentration atmosphérique à 5 parties par million. Deux propriétés importantes qu'il faut aussi retenir, que le benzène n'est pas soluble dans l'eau, mais plutôt soluble dans les solvants organiques. Donc, on retient son caractère lipophile et aussi sa stabilité à température ambiante. Donc, on va dire que on a moins peut-être de vapeur par rapport à d'autres dérivés supérieurs. Il a réagi avec les oxydants et les acides forts. Aussi, il a une propriété dégraissante que nous allons aussi rappeler ultérieurement par rapport à sa toxicité. Alors, une fois on est exposé à ce produit qui est le benzène, comment il va se retrouver au niveau de l'organisme et quelle voie il va emprunter. Tout d'abord, il faut savoir que le benzène est absorbé par toutes les voies, à savoir la voie digestive et respiratoire de manière, c'est-à-dire plus prédominante, mais aussi la voie cutanée. La voie cutanée, elle est beaucoup plus évoquée, on va dire, lors d'une projection où elle est accentuée lorsque la peau est lésée. Nous passons donc à la distribution du benzène dans l'organisme. Donc, une fois absorbé, il faut savoir que le benzène est caractérisé par une forte liposolubilité, ce qui lui confère la propriété d'être distribué rapidement dans les tissus riches en graisse. Nous citons le tissu adipeux et le système nerveux central, mais aussi d'autres organes comme le rein, le foie, la moelle osseuse. Alors, nous retenons aussi qu'il a une demi-vie, on va dire sanguine, de 15 à 20 heures, qui est quand même énorme. Alors, une fois distribué, certains organes vont se charger de sa biotransformation. Comme vous le savez, le foie étant l'organe le plus important dans la biotransformation de pas mal de xénobiotiques. Donc, il va justement être concerné par cette substance-là. Il va justement, au niveau du foie, il va y avoir une biotransformation par le cytochrome P450 2E1. Retenez cette isoenzyme par rapport aux interactions qu'on peut observer, notamment par l'association, par exemple, dans un contexte de tentative de suicide, du benzène comme solvant mélangé avec des médicaments qui empruntent cette voie métabolique comme l'éthanol et d'autres. Mais aussi, nous notons une biotransformation qui se déroule au niveau médulaire, c'est-à-dire au niveau de la moelle osseuse, par l'intermédiaire ou sous l'action de l'enzyme qu'on appelle myéloperoxydase. Alors, ces deux réactions sont principalement responsables d'une oxydation du benzène, suite à quoi nous allons observer donc une deuxième phase de biotransformation qu'on appelle phase 2 ou de conjugaison, qui va justement fait intervenir entre autres une réaction de conjugaison avec le glutathion qui est connu pour sa protection antioxydante. Alors à partir de là, nous pouvons citer comme métabolite le benzène dihydrodiol avec deux fonctions alcool, puis qui va transformer en catéchol. De toutes les façons, nous allons dans un petit moment voir un schéma récapitulatif où nous allons expliquer toutes les voies métaboliques du benzène.
À retenir aussi que des métabolites à élimination urinaire sont produits, comme le trans-transmuconaldéhyde qui est un métabolite intermédiaire et vous allez voir, il va être aussi transformé en acide, mais aussi l'acide S-phénylmercapturique. Alors, dans la littérature, il a été rapporté qu'une enzyme qui est la quinone oxydoréductase, qui va aussi intervenir pour justement produire des métabolites finaux suite à la production de métabolites intermédiaires et qu'on appelle les parabenzoquinones. Alors, une fois métabolisés, ces métabolites vont se voir éliminés. Alors, il faut savoir que le benzène est absorbé et éliminé dans l'air expiré sous forme inchangée à raison de 10 à 20%. Alors, s'il est absorbé par voie digestive, évidemment, il va subir une biotransformation hépatique que nous allons détailler ultérieurement. Alors maintenant, nous allons essayer de donner plus de détails par rapport au système ADME, c'est-à-dire l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination du benzène. Il faut savoir que l'absorption du benzène peut se faire par trois voies différentes, à savoir la voie respiratoire, où il a été constaté que 50% de la concentration absorbée, plutôt inhalée, est absorbée. Cette voie, elle est beaucoup plus observée en milieu professionnel que chez la population générale. La voie digestive, quant à elle, est la voie prédominante chez la population générale, où la circonstance la plus rapportée étant l'intoxication accidentelle, notamment chez les enfants ou suite à un déconditionnement c'est observé chez l'adulte aussi, ou bien par lorsqu'on a un cas de tentative de suicide, là on parle d'intoxication volontaire. Par rapport à cette voie, donc une fois absorbée, la concentration donc qui est absorbée, qui passe dans le compartiment sanguin est importante, elle dépasse les 90%. Quant à la voie percutanée ou cutanée, elle est aussi possible. Elle peut être aussi observée ou constatée en milieu professionnel lorsqu'il s'agit de travailleurs ayant des mains souillées. Donc, donc ce travailleur qui peut boire, manger et même fumer en milieu professionnel, sans respect des règles d'hygiène et de sécurité. Lorsqu'on a donc le cas de vêtements souillés, donc une fois peut-être le travailleur rentré chez lui, donc il va pas se changer, il va pas se décontaminer, et là donc il peut y avoir une continuité d'absorption par voie cutanée ou lors de projection, et dans ce cas c'est souvent accidentel. Que peut-on dire à propos de la distribution du benzène dans l'organisme? Il faut savoir qu'une fois absorbé, donc une fois il est dans le compartiment sanguin, le benzène va plutôt être transporté, donc il va être fixé puis transporté par les lipoprotéines de par sa lipophilie et les hématies, avec une demi-vie brève qui ne dépasse pas les 8 heures. Ensuite, on aura une distribution rapide vers les tissus riches en graisse. Comme nous l'avions déjà cité, le système nerveux central vient en tête de liste, mais aussi on a la moelle osseuse, le foie, les surrénales, le rein et d'autres organes riches en graisse. À noter que la fixation du benzène au niveau neurologique, elle est plus observée en aigu qu'en chronique, alors que l'exposition chronique, elle connaît beaucoup plus une fixation hépatique que neurologique. Une fois distribué au niveau de ses sites de prédilection, le benzène va subir une biotransformation, je me répète, donc au niveau hépatique et au niveau médulaire, par deux enzymes différentes que nous avons déjà citées, le système du cytochrome P452E1 pour le foie et la myéloperoxydase pour la moelle osseuse. Alors, les enzymes, d'une manière générale, qui interviennent dans la biotransformation du benzène, peuvent être de deux types. Celles qui vont plutôt contribuer et être responsables de la toxification, c'est-à-dire l'augmentation de la toxicité du benzène, en produisant des métabolites encore plus toxiques avec un risque de potentialisation.
C'est le cas de la cytochrome P450 de E1 et de l'époxyde hydrolase que nous allons voir aussi ultérieurement en expliquant le schéma métabolique récapitulatif du benzène. Un deuxième type d'enzyme qui va plutôt détoxifier le benzène en produisant des métabolites moins toxiques, on va dire plus polaires et facilement éliminables, particulièrement au niveau urinaire. Alors, dans ce cas, deux enzymes viennent en tête de liste, le glutathion S-transférase ou la glutathion S-transférase et la glucuronyle transférase. Aussi, il faut retenir que le métabolite réactionnel qu'on redoute le plus étant l'époxybenzène ou le benzène époxyde qui est un métabolite instable, très réactif et électrophile. Une fois biotransformé et lorsque les concentrations ne sont pas très importantes, c'est-à-dire que l'organisme peut prendre en charge ce toxique-là, il peut se défendre. Là, donc, on va avoir une cinétique d'élimination rapide aux alentours de 15 heures. Il faut savoir qu'elle est fonction de la dose et de la voie d'exposition. En effet, il a été observé que la voie respiratoire note une élimination qui peut aller de 10 à 50% au niveau de l'air expiré. Selon l'activité physique et la concentration en tissu adipeux de l'intoxiqué. Par contre, la voie urinaire, il a été observé que la forme inchangée, elle ne dépasse pas 1% au niveau urinaire, mais elle est plutôt éliminée sous forme des métabolites. Les métabolites majoritaires étant les phénols libres ou conjugués, sulfoglucurono-conjugués, l'acide transmiconique et l'acide S-phényl mercapturique. Aussi, là, on retient une notion qui est importante et que le phénol constitue le principal métabolite urinaire. Je parle de principal dans le sens où c'est la concentration la plus importante en phénol au niveau urinaire. Quelles sont les demi-vies d'élimination de ces métabolites-là et du benzène? Le benzène, il a une élimination triphasique. On a une première élimination qui se fait au bout de 15 minutes, ensuite au bout de 1 heure, et une troisième élimination qui s'effectue entre 15 à 20 heures après l'arrêt de l'exposition avec une tendance à l'accumulation. Tandis que l'acide transmiconique, 50% vont être éliminés au bout de 6 heures, avec élimination totale en 48 heures. Rappelons que 5 demi-vies permettent l'élimination totale du métabolite ou de la substance toxique, quel que soit le xénobiotique. L'acide S-phényl mercapturique, quant à lui, il va être éliminé avec une demi-vie de 9 heures. Alors, rappelons que l'élimination urinaire des métabolites, elle est rapide et totale en 48 heures. Voici le schéma, donc premier schéma métabolique qui va expliquer la conjugaison au glutathion. Avant cela, je fais un petit rappel sur le glutathion qui est un triacide comportant du glutamate, de la cystéine et de la glycine. Le rôle de détoxification, il est joué par la cystéine à travers son groupement thiol. Alors, il va y avoir une conjugaison à ce niveau avec le benzène pour former en finale l'acide phénylmercapturique. Alors, comment cela se passe? À partir du benzène qui va subir une réaction d'oxydation par le cytochrome P450 de E1, nous allons avoir une formation d'un métabolite intermédiaire qui est l'époxybenzène, qui est instable, qui va il va être plutôt en équilibre avec une forme oxépine, mais aussi il va être transformé en phénol et autres métabolites que nous allons voir ensemble. Alors, cet époxybenzène étant instable, il va être rapidement pris en charge lorsque les concentrations ne sont pas importantes par le glutathion et la glutathion S-transférase qui va justement se charger de lier ce métabolite avec le glutathion. Après une lyse, il y aura donc formation et une déshydratation. Il y aura formation d'un métabolite intermédiaire qui est le S-phénylglutathion.
Le S-phénylglutathion, donc, il va donc perdre certains de ces acides aminés pour former donc l'acide S-phénylmercapturique, comme vous le voyez. Après cela, nous allons voir le schéma récapitulatif du métabolisme du benzène dont je vous ai parlé précédemment. Alors, nous allons récapituler pour dire que le benzène, dans un premier temps, il va être éliminé. On va dans un premier temps, une partie qui ne dépasse pas 1% va être éliminée sous forme inchangée au niveau urinaire. Nous avons dit que 50% vont être absorbés. Et si c'est la voie digestive, donc vont être, ça peut aller jusqu'à 90% qui vont être absorbés. Une fois donc au niveau du compartiment sanguin, donc il y aura donc au niveau hépatique et au niveau même médulaire une biotransformation à l'origine de la formation de 40% de métabolites et on aura aussi 60% de stockage. Par rapport à la voie donc respiratoire, on a 50% qui sont éliminés par cette voie sous forme inchangée. Le reste donc va subir une biotransformation par le P450, une oxydation vers le benzène époxyde ou l'époxybenzène. Je rappelle, c'est un métabolite réactif électrophile instable. Il va essayer donc soit de se stabiliser par donc une réaction et ouverture du cycle en produisant le trans-muconaldéhyde qui va être oxydé en acide muconique dont le taux au niveau urinaire est aux alentours de 2%. Nous avons l'acide S-phénylmercapturique dont le taux ne dépasse pas 1% par rapport à l'ensemble des métabolites urinaires. Je rappelle, il résulte de la glutathion conjugaison. D'un autre côté, cet époxybenzène va subir un réarrangement non enzymatique à l'origine de la formation de phénol, phénol qui constitue des métabolites ou le métabolite majoritaire qui va subir une sulfo, une glucuronoconjugaison. Son taux va varier selon plusieurs facteurs entre 30 à 80% au niveau urinaire. Une fraction va subir donc une oxydation vers le 1,4-benzoquinone par la cytochrome P450. C'est un métabolite réactif qui se fixe aisément aux macromolécules à l'origine d'une toxicité. D'un autre côté, on a formation du 1,2-benzoquinone en passant par le catéchol qui constitue 1,6% des métabolites urinaires. Alors, ce catéchol peut avoir deux sources, soit une oxydation, une hydroxylation du phénol pour former un diol, qui est le catéchol, soit à partir de l'époxybenzène en présence de l'enzyme qu'on a déjà cité, l'époxyhydrolase, ou bien époxyde hydrolase, qui va se charger de hydroxyler une seconde fois l'époxybenzène stabilisé pour former aussi le catéchol qui va être en équilibre avec le 1,2-benzoquinone. Avant de passer à la diapositive suivante, alors nous retenons comme métabolite l'acide S-phénylmercapturique, l'acide trans-muconique, les phénols, le 1,4 et le 1,2-benzoquinone avec les métabolites intermédiaires. Alors, quel est le mécanisme d'action toxique? Alors, il faut savoir que le mécanisme d'action toxique du benzène résulte d'une part de son action directe et de son action indirecte suite à la toxicité des métabolites. S'intéressant maintenant à l'action toxique du benzène. Il faut préciser qu'il va exercer deux types d'actions. Une action dépressive sur le système nerveux central, donc il va y avoir une narcose, donc il a un effet narcotique, type donc ébriété, somnolence, et une action irritante et sensibilisante par rapport à la peau. Comment? Par destruction du film lipidique. Ça, c'est la toxicité ou le mécanisme d'action du benzène.
Lorsqu'il s'agit des métabolites, là, ils ont un autre type d'action, alors qui va se répartir en quatre sous-types, l'action myélotoxique, hématotoxique, génotoxique et immunosuppressive. Alors, pour l'action myélotoxique, on aura une dépression médulaire, on parle d'une moelle osseuse fantôme. Pourquoi? On aura carrément disparition totale de toutes les cellules progénitrices de la moelle osseuse. Rappelons que à partir de la moelle osseuse, c'est là où il y a production des cellules souches des trois lignées sanguines, à savoir le globule rouge, le globule blanc et les plaquettes. L'action hématotoxique par inhibition des enzymes comme la catalase et la peroxydase qui sont directement impliquées dans l'effet antioxydant suite à un stress oxydatif, ou la déshydratase qui est impliquée dans la synthèse de l'hème. Et à cause de ça, on aura donc une anémie résultant de cette action de ces métabolites. Nous allons voir lesquels qui vont avoir cette action myélo- et hématotoxique. Une action génotoxique par fixation de ces métabolites réactifs et électrophiles au groupement thiol, SH, et aux protéines, plutôt des protéines, et au groupement amine des acides nucléiques, formant ainsi des adduits. Donc, on aura un matériel génétique défectueux et on aura ainsi la leucémie aiguë myéloïde qui est typique ou spécifique aussi, enfin spécifique non, mais qui est un symptôme, une maladie plutôt importante résultant de la toxicité du benzène. L'effet immunosuppresseur avec altération des globulines sériques et diminution des lymphocytes T. Alors, comment donc cela se produit? J'avais dit que l'action myélotoxique, elle résulte de l'action directe des métabolites réactifs et électrophiles sur la moelle osseuse, sur les cellules progénitrices, des cellules souches de la moelle osseuse. Et jusque-là, donc, il a été rapporté 6 métabolites qui sont impliqués dans cette myélotoxicité, à savoir le benzène époxyde, le catéchol, le 1,2,4 triol, l'hydroquinol, le 1,2 et le 1,4 benzoquinol et le muconaldéhyde. Quelles sont les conséquences de cette action toxique directe et indirecte par le benzène et de ses métabolites? Nous avons les 4 types de toxicité. L'atteinte neurologique qui est observée et constatée principalement lorsqu'il s'agit d'une exposition aiguë. On parle carrément d'un syndrome psycho-organique. Nous allons voir, il associe quel type de symptômes. L'atteinte hématologique avec une pancytopénie benzénique, j'ai parlé d'une moelle osseuse fantôme, disparition des 3 lignées. Atteinte cutanée, surtout lorsqu'il s'agit d'une exposition chronique, on parle d'une dermatose de contact. Et l'action cancérogène, donc nous avons évoqué la leucémie aiguë myéloïde. Il faut savoir que le benzène est classé dans le groupe 1 selon le CIRC, donc c'est un cancérogène avéré pour l'homme. Quelle est la symptomatologie qui résulte de tout ça? Il faut savoir que la symptomatologie, elle diffère s'il s'agit d'une exposition aiguë à une exposition chronique. Alors pour l'exposition aiguë, elle est conditionnée par la voie d'exposition. En effet, lorsqu'on est devant une exposition respiratoire, on a une dépression du système nerveux central puisque le benzène va se retrouver directement dans la circulation générale, à l'origine d'une somnolence, étourdissement, des maux de tête, mais aussi on peut observer des symptômes comme des nausées, convulsions et perte de conscience. Tandis que la voie digestive, elle est responsable. La voie orale, donc l'intoxication par voie orale, elle est responsable de troubles digestifs type douleur abdominale, nausées et vomissements, de troubles neurologiques comme des troubles de la conscience et l'ivresse, puis somnolence qui peuvent aller jusqu'au coma. Des convulsions peuvent être rapportées à très haute dose et une pneumopathie d'inhalation. Alors la voie cutanée, lorsqu'on est devant une exposition aiguë, c'est plutôt l'irritation et la sensibilisation qui sont constatées.
Passons à l'exposition chronique. Dans ce cas, on parle d'une hématotoxicité qui peut être au niveau central et périphérique. Au niveau central, on parle de troubles hématologiques malins comme la lame ou de troubles hématologiques non malins comme l'anémie. Un effet donc mutagène, un effet reprotoxique. D'ailleurs, on parle d'un effet CMR du benzène, c'est-à-dire qu'il est cancérogène, mutagène et reprotoxique. D'autres pathologies communes sont rapportées, comme l'atteinte neurologique, l'immunotoxicité et l'atteinte cutanée type dermatose de contact. Comment prendre en charge ces intoxications selon qu'il s'agisse d'une intoxication aiguë ou chronique. En aiguë, par inhalation, nous allons soustraire l'intoxiqué de l'atmosphère ou l'ambiance contaminée. Et on peut procéder à l'intubation et la ventilation si atteinte grave, c'est-à-dire en cas de coma. Par ingestion, il faut faire attention à ne pas faire vomir car le benzène est volatile. Il va être en effet responsable de la pneumopathie d'inhalation. Par projection oculaire, il faut laver abondamment à l'eau ou au sérum physiologique pendant au moins 10 minutes. Et en cas de projection cutanée, il faut retirer, ou bien de port de vêtements souillés, il faut retirer les vêtements souillés et laver à l'eau pendant 15 minutes. Alors, si on est devant un cas d'intoxication chronique, là, il faut traiter uniquement les symptômes par les corticoïdes et la surveillance hématologique qui est obligatoire dans les formes légères. En cas de leucémie, c'est carrément le traitement anticancéreux qui est mis en place. La prévention, donc c'est-à-dire que le médecin du travail sur ton milieu professionnel, il va plutôt procéder au dépistage précoce avec grâce aux examens périodiques et à la surveillance du niveau d'exposition grâce au système de biosurveillance et de biométrologie. Analytiquement parlant, il faut savoir qu'on peut s'intéresser au benzène en tant que molécule mère et à ses métabolites. Lorsqu'il s'agit du benzène, on a 3 milieux biologiques auxquels on peut donc s'intéresser. On a le sang, l'air expiré et l'urine. Au niveau urinaire, il faut savoir qu'il s'agit de la benzémie. La benzémie, elle apprécie l'intensité de l'exposition des jours précédents et la charge corporelle en benzène, c'est-à-dire le benzène sanguin va nous donner une idée sur la dose interne en benzène. Benzène sur le degré d'imprégnation de l'organisme en benzène. Quant au benzène dans l'air expiré, il constitue un test de confirmation de l'exposition précédente, c'est-à-dire précoce. Le benzène urinaire, on va remonter un peu dans le temps, les heures qui ont suivi, voire les jours, selon la concentration à laquelle il a été intoxiqué. Donc là, il faut savoir que le benzène urinaire bien que spécifique, mais il n'est pas assez sensible puisqu'il faut dépasser les 0,3 parties par million dans l'environnement, dans l'ambiance on va dire par exemple de travail, pour pouvoir arriver à des taux significatifs prouvant l'intoxication au benzène. Qu'en est-il des métabolites? Pour les métabolites, donc nous avons parlé des phénols totaux. Les phénols totaux, comme ils vont se retrouver entre 30 à 80%, c'est-à-dire en grande quantité au niveau urinaire, constituent un bon indicateur biologique, mais ceci est conditionné par la concentration atmosphérique. Oui, il faut que ça dépasse les 10 parties par million. Mais rappelons que les phénols ne sont pas des métabolites spécifiques qui peuvent provenir d'autres substances. L'acide transmiconique, constitue un marqueur de choix pour les expositions professionnelles, mais il faut là aussi il faut une certaine concentration pour que ça donne pour que ça soit un marqueur de choix. L'acide S-phénylmercapturique, lui, donc, c'est un très bon biomarqueur. Pourquoi? Il est très sensible et plus spécifique. C'est le métabolite préféré pour
prouver ou mettre en évidence une exposition au benzène, mais là, il faut utiliser une technique très sensible. Pourquoi? Parce que nous avons dit que ça ne dépasse pas, c'est inférieur à 1% en termes de concentration urinaire. Tous les prélèvements urinaires se font en fin de poste. Comment peut-on analyser tout ça? On a donc différentes techniques. On peut, comme nous l'avions dit, s'intéresser au benzène et ou ses métabolites. Alors pour les métabolites, en plus des méthodes sophistiquées que nous allons détailler, il existe une méthode basique qui est colorimétrique, à vrai dire spectrophotométrique, qui va s'intéresser uniquement aux métabolites phénoliques, donc les phénols, en utilisant le amino 4 antipérine au niveau urinaire. Les méthodes les plus, on va dire, sensibles, les plus spécifiques étant les méthodes séparatives, c'est-à-dire la chromatographie en phase gazeuse, couplée à la spectrométrie de masse. On peut aussi faire appel à la spectrométrie de masse couplée à un détecteur de flamme, d'ionisation de flamme, où on va s'intéresser au benzène au niveau de l'air ou au niveau du sang ou bien au niveau de l'urine. Il faut savoir aussi qu'on peut s'intéresser à l'acide S-phénylmercapturique en utilisant un autre type de méthode séparative comme la LC double masse. L'acide trans-transmiconique ou l'acide S-phénylmercapturique peuvent être analysés par la LC-MS-MS. Nous avons fini avec la première partie relative au benzène. Restez branchés pour suivre la deuxième partie qui sera relative aux homologues supérieurs. À bientôt. Merci.